Et avec nous ce matin, Franck Ferrand pour ce livre incroyable. Ça s'appelle L'année de Jeanne. C'est un conte politique aux éditions Plomb. Alors, tous les thèmes brûlants et contemporains sont dans ce livre, Patrick. Oui, absolument, parce que ce n'est plus l'historien qui raconte le passé, Franck Ferrand, bonjour. Bonjour Oui, à tous. mais qui anticipe quand même l'avenir avec une forme de lucidité, j'allais dire effrayante. C'est un avenir très proche, vous aurez remarqué, oui, puisque tout ça se passe C'était en 2023. Voilà. Non, mais vous allez beaucoup plus loin pour nous raconter ce qui s'est passé à travers des... Alors, dites-nous, parce que... Ma narratrice est en 2070. Voilà. Elle est une jeune chargée de mission à l'Élysée. Elle a des origines kabyles. Ouais. Elle fait partie, vous savez, de ces générations, pour le coup, de l'intégration pure, là. Et elle raconte, en 2070, la grande aventure de sa vie, c'est-à-dire l'arrivée en métropole d'une jeune fille néo-calédonienne qui s'appelle Jeanne Antide, mais que tout le monde va très vite appeler Jeanne. Et évidemment, toute ressemblance, n'est-ce pas? Évidemment, elle va vivre, cette jeune fille, exactement l'épopée qu'avait vécue Jeanne d'Arc en 1429, sauf que là, on est en 2023. On est en 2023. Et donc, alors c'est toute une série, en fait, d'interviews, d'indiscrétions, etc. C'est des dialogues. Mais des dialogues que vous avez inventés. Sauf que dans votre préambule, quand même, il y a un constat de ce que l'on vit, en fait, aujourd'hui, du tragique. Terrible, quoi. Un état des lieux terrible. Oui, tout le monde me dit ça. Mais moi, je le trouve pas terrible. Je le trouve simplement. Enfin, je pense qu'il est simplement lucide. J'ai pris tous les éléments visibles de la société d'aujourd'hui. Et je raconte, je dis voilà, nous qui nous en sommes sortis, nous qui en 2070 sommes redevenus un pays plein de santé, de prospérité, de dynamisme, d'indépendance, de souveraineté, comment expliquer que à cette maudite époque, en 2020, nous étions tombés si bas, on était complètement au fond du ravin, on a réussi à s'en sortir, mais rappelez-vous, à l'époque, c'était comme ça, c'était comme ça, c'était comme ça. Et quand on lit, vu du futur, avec un regard quasiment historique, quand on lit la description de ce que nous vivons, nous, aujourd'hui, on se dit, mais oh, les pauvres gens. Et oui, mais sauf que les pauvres gens, c'est nous. Oui, c'est nous. Alors, c'est rigolo parce que vous faites des liens avec l'histoire. On attend, nous, tous, aujourd'hui, en 2020, la femme ou l'homme présidentiel qui va nous sauver de ce chaos. Et vous revenez dans l'histoire, et finalement, plusieurs fois, dans l'histoire, on avait cette femme ou cet homme providentiel. Oui, ça c'est une des spécificités françaises. Moi je crois au génie des peuples. Vous savez, quand on dit le génie des peuples, ça veut dire que chaque peuple, lorsqu'il est vraiment constitué, qu'il est ancré dans l'histoire, on ne peut pas dire ça de peuples récents qui se sont fédérés, mais pour les vieux peuples, ils ont une personnalité, ils ont une façon d'être, de penser, de vivre, d'agir. Et je pense qu'une des particularités de la France, c'est qu'elle a presque toujours eu recours à des hommes et à des femmes providentielles. Alors, soyons d'ailleurs plus justes, à des hommes et à une femme providentielle. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette femme providentielle. Enfin deux, Jeanne et Claire alors Claire Ferchaud, la pauvre, mais elle n'a pas été bien loin. Jeanne d'Arc. Alors, non mais les auditeurs aussi vont quand même s'intéresser sur ce que nous vivons actuellement, avant de voir ce qui se passera en 2070. Et là, on a l'impression que vous êtes reporter envoyé spécial dans ce préambule. Vous nous décrivez, mais alors d'une façon complètement, effectivement, lucide, ce qui s'est passé là, et ce qui se passe encore aujourd'hui. On a l'impression que vous l'écrivez au jour le jour, sauf que vous l'avez écrit quand ça? Alors c'est le cas, c'est-à-dire que j'ai commencé à écrire ça juste avant le confinement. Le préambule, je l'ai écrit, c'était les tout premiers jours du confinement, et puis j'ai rajouté 5 ou 6 paragraphes juste avant l'édition, là, il y a quelques semaines, parce qu'évidemment, il fallait suivre l'actualité. Et l'actualité qui nous emmène quand même vers des heures sombres, quoi. Si jamais ce que vous écrivez se produisait... Vous avez vu que depuis hier soir, nous vivons dans la République sanitaire de France. Il y avait la République démocratique du Congo, il y avait la République populaire de Chine, maintenant nous avons la République sanitaire de France. Ça veut dire quoi, qu'on est gouverné par les médecins? Ah mais absolument, c'est-à-dire que nous avons un État où l'on a considéré que les impératifs de santé publique primaient sur toute autre considération. Et que pour permettre d'endiguer une pandémie qui est incontestable et qui est évidemment pas une chose très amusante, on se concentre là-dessus, on se focalise là-dessus et l'on met l'intégralité de toutes les forces du pays au service de la lutte contre la pandémie, ce qui est complètement fou. C'est comme si vous aviez le docteur Knock qui était venu s'installer à l'Élysée et qui nous disait, il faut mettre, vous savez, quand il dit au docteur Parpalais, il faut mettre toute la population au lit. Eh bien, on va mettre toute la population au lit à 9h. On y reviendra dans quelques instants. On va revenir dans un instant. Allez, si vous pouvez quitter le lit, il est 9h28. 0826 300 300, restez là, il est 9h28. 9h31, Franck Ferrand est avec nous pour ce conte politique, c'est joli.
Joli conte politique, l'année de Jeanne aux éditions Plomb. Jeanne Antide, qui est l'une de vos héroïnes, qui est un peu la Jeanne d'Arc. Oui, c'est l'héroïne du livre. Est-ce que finalement, ce qui manque aujourd'hui, c'est du bon sens ? Ah, bravo. Je pense que dans les différents dialogues qu'entretient Jeanne avec toutes sortes d'interlocuteurs, et vous aurez remarqué qu'il y a 15 dialogues dans le livre, ça va de la serveuse gilet jaune jusqu'au président de la République, en passant par un patron de chaîne d'infos en continu, ou par un rappeur qui est complètement, on va dire, anti-national, etc. Bon, ou un militant du Rassemblement national. Enfin, bref, elle rencontre toutes sortes de personnes. Et ce qui est assez fort, je crois, c'est qu'à tous, elle tend une sorte de miroir, et qui est un miroir fait de bon sens. Alors, le bon sens n'est pas la vertu la mieux partagée, certes, mais ça n'est surtout pas quelque chose de bien vu dans les milieux autorisés. Moi, quand j'étais à Sciences Po, j'ai subi, j'allais dire, cette espèce d'entraînement pendant des années. On vous dit, mais méfiez-vous du bon sens, méfiez-vous de vos intuitions. En vérité, les choses sont beaucoup plus complexes. Vous avez l'impression qu'elles sont simples, elles sont complexes. À force de penser ça, on finit par créer un monde technocratique, on finit par créer un monde qui est déconnecté du réel, et lorsque quelqu'un, avec le bon sens de l'enfance, parce qu'elle a le regard cristallin de l'enfance, cette Jeanne, quand elle met les gens en face de toutes leurs contradictions, et quand elle dit, mais vous savez, ce serait très simple en fait, eh bien, ils sont désemparés. Alors qu'ils devraient normalement la comprendre à la première seconde, ils demeurent désemparés. Et c'est ce bon sens, qui crée la rupture entre les élites et le peuple. Évidemment. Vous avez quand même des gens qui sont dans leur activité quotidienne, qui travaillent avec toutes les difficultés immenses que pose la vie quotidienne. Sans compter qu'on en rajoute là en ce moment dans des proportions folles. Bon, vous avez ces gens qui, eux, sont dans la vie. Et puis vous avez ceux qui, pour des raisons diverses, sont un peu sortis de la vie et se piquent de les administrer, de faire leur bonheur malgré eux, si je puis dire. Et au bout d'un moment, ces gens disent, mais foutez-nous la paix, laissez-nous vivre. Oui, en tout cas, c'est vrai qu'avant d'arriver à cette Jeanne providentielle, bien sûr... Alors elle est providentielle, mais il lui arrive comme à l'autre Jeanne... Non, mais... Oui, on ne va pas tout dire. Non, mais ça va pas bien finir, forcément. Non, mais c'est vrai. Non, mais on ne va pas tout dire quand même pour qu'on aille lire votre livre. Sauf que au début, il y a une guerre civile, quoi. C'est-à-dire que là... Non, il y a les prodromes d'une guerre civile. Attendez, des pillages, des cambriolages, des gens... Oui, vous dites que ça existe déjà. De temps en temps, vous allumez la télé. Oui, c'est vrai. Et vous écoutez un peu la Sud Radio. Voilà, absolument. Quelle radio ? Vous avez dit quelle radio ? C'est Lionel qui appelle Sud Radio, je crois. Lionel est avec nous. Bonjour, Lionel. 0826 300 300. Lionel, bonjour. Bonjour à toute l'équipe. On vous écoute. On vous écoute, Lionel. Vous. Écoutez, j'ai hâte d'acheter ce bouquin, voir un petit peu ce qui va se passer, parce que effectivement, on est en plein dedans. Je vais m'en servir comme bouquin d'anticipation, ça me permettra peut-être de mieux voir venir. Mais c'est ça d'ailleurs, exactement. Oui, tout à fait. Moi, je suis tout à fait de l'avis de toute façon de l'auteur. Je pense qu'on manque beaucoup de pragmatisme. Nos politiques sont dans un faire à tout prix, et c'est ça qui m'inquiète le plus en fait. C'est-à-dire que on sent qu'ils ont besoin, alors déjà je pense, de se couvrir, et ils ont pour éviter d'être pris en défaut après. Et en plus, ils sont dans le faire, c'est-à-dire que ils ont peur qu'on leur oppose en fait de n'avoir rien fait. Ne rien faire, c'est faire aussi. C'est-à-dire que, moi, je veux bien qu'on balance 300-400 milliards comme ça pour sauver 30 000 personnes, mais au bout d'un moment, si vous voulez, la vie, elle a aussi une finalité, et on peut pas cracher un pays, on peut pas péter la machine économique pour sauver quelques milliers de personnes. Les crises économiques ont fait les plus grosses crises sanitaires mondiales. C'est-à-dire que concrètement, là, on vient de balancer 25% du PIB, ça va être une catastrophe à rembourser. Je peux comprendre. Vous êtes chef d'entreprise, au passage. Moi, je suis chef d'entreprise, exactement. Je peux entendre que ce soit difficile de sacrifier des gens. Évidemment, il y a des gens qui vont mourir. Mais il faut que les gens aussi entendent que s'il n'y a plus de cash, l'hôpital public n'existera plus. On va tomber dans un système américain où les gens qui n'auront pas de pognon vont crever comme aux US. C'est-à-dire que concrètement, on est en train de se dire on va sauver tout le monde, mais on ne sauvera pas tout le monde. Les gens qui ont des comorbidités ou qui sont au bout de leur vie, malheureusement, vont mourir à quelques semaines ou à quelques mois d'échéance. Mais ils vont mourir. Et oui, il vaut mieux tuer quelques abeilles que de péter toute la ruche, en fait. Parce que
concrètement, on s'en relèvera pas. Et moi, j'ai très peur de l'avenir, en fait. Moi, concrètement, mon business va très bien pour l'instant. J'ai pas du tout été impacté. Vous êtes dans le bâtiment, c'est ça? Oui, mais je suis dans un secteur très particulier. Donc, pour l'instant, moi, mon business va très bien. J'ai fait les mêmes chiffres que l'année passée, tout va bien. Mais il va arriver un moment où si plus personne n'a de pognon, le business de ceux qui, pour l'instant, ça va bien, qui ont du télétravail et qui se sentent pas touchés, qui pensent un petit peu qu'à leur gueule, on va tous ramasser, tous sans exception. Sauf que le pays ne s'en relèvera pas. Et moi, j'ai très peur en fait de basculer dans une phase en fait, et comme l'auteur le décrit d'une guerre civile, parce que malheureusement, la pauvreté, quand les gens ont faim et qu'ils n'ont plus rien à perdre, évidemment, ils vont aller taper sur le voisin à qui il reste un peu quelque chose. Et en fait, moi, c'est surtout de ça que j'ai peur. C'est-à-dire que on rentre en guerre. Les uns contre les autres, parce qu'on a toujours en plus des gens qui sont bien malins pour vous opposer. Ça va être les immigrés contre les natifs, ça va être les blacks contre les rebelles. Et en fait, on va se retrouver dans une espèce de guerre, alors que notre pays est juste magnifique. On va se retrouver dans une guerre où on va manquer de pragmatisme, parce que finalement, nos politiques actuelles sont faibles, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le courage de dire, écoutez, il faut qu'on se relève les manches, on doit sortir, la machine économique, on ne peut pas la casser parce que ça sera pire que tout. Donc on continue, on avance, on sauve le maximum de gens, mais on en laissera un petit peu derrière, et c'est comme ça malheureusement. Franck, sur le constat de Lionel? Oui, je suis même frappé par la justesse de ce que j'entends, même si... On a l'impression qu'il a déjà lu votre livre. C'est pas encore vrai pourtant, Lionel. Ce qui risque, Lionel, de choquer dans ce que vous dites, et il faut faire attention aux expressions qu'on emploie, parce que néanmoins, les gens sont très, très, très sensibilisés à la question, c'est quand vous dites, on ne peut pas faire d'omelette sans casser deux, il va y avoir de la perte, etc. C'est vrai, mais disons aussi, et là-dessus, j'écoutais le professeur Hanan, c'était passionnant, qui disait qu'à la fin au moment du déconfinement, pour employer ce barbarisme, à ce moment-là, il a demandé si, vous savez qu'il a toute une unité de soins, disons, il a demandé au ministère de la Santé s'il fallait que les lits qui avaient été ajoutés pendant toute la période du confinement soient maintenus en prévision d'une éventuelle deuxième vague. Je précise que la deuxième vague, je trouve qu'on l'a définie un peu vite. Oui, bien sûr, on est sommes à moins de 100 morts par... il y a 1600 personnes en réanimation, moins de 100 morts par jour. Certains disent c'est une marée montante, donc c'est pas une vague. C'est vrai, mais qu'il y ait une résurgence, personne n'en disconvient. Est-ce que pour autant on peut parler de deuxième vague? Ça, c'est une autre histoire, mais moi je ne suis pas épidémiologiste. Bref, vous savez, il y a déjà 65 millions de médecins, n'en rajoutons pas un. Ça, j'en sais rien. Toujours est-il, le terme me paraît un peu excessif. Peu importe. Il avait dit, est-ce qu'on garde ces lits? Est-ce qu'on maintient... Bien sûr que le personnel devait lui s'occuper de toutes les autres pathologies, parce que pendant ce temps-là, il y a quand même des gens qui continuent à avoir des cancers, qui continuent à avoir toutes sortes d'affections cardiaques, etc. Et à mourir. Et puis maintenant, il va y avoir tous les effets induits psychologiques aussi. Moi, je le constate dans mon propre entourage, donc j'imagine ce que ça peut être à l'échelle d'un pays. Mais quand il demande ça au ministère de la Santé, on ne lui répond pas. Mais c'est complètement extraordinaire. Il me semble que ce qu'il fallait faire, et un certain nombre, j'en fais partie, l'ont dit dès l'époque, c'est-à-dire dès le mois de mars, il fallait faire une espèce de plan national majeur. Puisqu'on a dépensé des centaines de milliards, qu'on dépense au moins des centaines de millions pour développer les unités de soins. Il fallait créer des formations accélérées pour un certain nombre de soignants. Il fallait réquisitionner des locaux pour installer des lits, etc., de réanimation, même si ça coûtait un peu cher. De toute façon, ça coûtera toujours 100 fois, 1000 fois moins cher que de payer une entière population au chômage technique et d'essayer de venir au secours de métiers et de secteurs professionnels qu'on est en train de sacrifier. Je crois que nous allons parler tout à l'heure du spectacle. Oui, absolument. Mais il n'y a pas que le spectacle, il y a la restauration, il y a l'hôtellerie, il y a le tourisme, il y a l'événementiel, etc., etc. Ça a des conséquences. Et en plus, ce qui est terrible, c'est que ce qu'on est en train de sacrifier, c'est précisément ce qui faisait le sucre, ce qui faisait le sel, ce qui faisait la singularité française, notre art de vivre, le bonheur d'être en France. S'il n'y a plus de théâtre et plus de bons restaurants, mais alors autant aller vivre aux États-Unis. Oui, mais justement, Franck Ferrand, est-ce que les hommes d'État d'aujourd'hui ne sont pas devenus des simples communicants qui ne prennent aucune décision? C'est ce que je dis de la première à la dernière page de ce livre. Nous avons maintenant une génération de politiques qui quasiment, il y a heureusement quelques brillantes exceptions, mais à part quelques exceptions, les trois quarts sont devenus des communicants. Ce sont devenus des gens, je ne conteste pas leur valeur et leur qualité d'ailleurs, l'actuel président de la République est un très bon communicant, mais ce sont des gens qui utilisent l'essentiel de leur énergie pour savoir comment présenter des non-décisions au lieu d'assumer des décisions. Voilà. C'est Olivier qui est au 0826 300 300 sur Sud Radio ce matin. Olivier, bonjour. Olivier.
Oui, bonjour. Bonjour. Je souhaiterais apporter un petit peu une vision planétaire un peu de ce qui se passe aujourd'hui. Oui. Ah, c'est bien d'avoir quelqu'un qui a une vision. Il se trouve que on parlait de communication. Ouais. Ouais. Il se trouve que les conséquences du Covid-19 ont une résonance mondiale. Et Oui. donc derrière ça, forcément, on a des réactions de nos dirigeants qui vont dans le même sens à l'échelle de la planète, Ouais. et qui adoptent les mêmes mesures, qui trouvent les mêmes justifications. Et on a l'impression que c'est une musique qui se joue, alors qui est le chef d'orchestre, je ne sais pas, mais qui installe une espèce, là on est entré dans le 21e siècle, qui nous prédit à l'entrée du 21e siècle un nouvel ordre mondial de la société. Et que nous soyons la France noyée, quoi, un peu dans cette... Absolument, mais de toute façon, ça va dans ce sens-là. Regardez ce qui se passe en Europe. L'Europe a émis toute velléité, comment dire, au niveau de la monnaie, d'indépendance au niveau de la monnaie. On n'a pas les mains libres. Ouais. Ça empêche un peu l'expression... Alors, Franck veut réagir sur ce que vous dites, Olivier. Restez avec nous, Franck veut réagir. Franck Ferrand. Oui, cher Olivier, je dis dans le préambule, enfin l'avant-propos justement de ce livre, qu'on n'avait pas réfléchi à l'époque, donc nous sommes en 2020, aux conséquences et aux implications géopolitiques de la question, par peur des accusations de complotisme. Et je trouve que c'est fascinant de vivre à une époque où toute personne qui veut réfléchir, qui veut faire usage de son intelligence, de sa réflexion, en disant, alors regardons les choses, prenons la carte du monde, regardons les chiffres pays par pays, regardons les dynamiques à l'œuvre, regardons les évolutions des polarités, regardons où se créent des zones monétaires, regardons où se créent des zones d'influence, quelles sont les participations des différents pays dans les actifs financiers des grandes places boursières, etc. Quand vous essayez de faire ça, et qu'en l'occurrence vous constatez que la Chine est en train de gagner une troisième guerre mondiale, on dit immédiatement complot, c'est un complotiste. Mais alors ça veut dire que on est condamné maintenant à ne plus réfléchir, et dès qu'on essaie de réfléchir un peu, on est complotiste. Ça, pour moi, c'est une des choses les plus tristes, les plus sourdement inquiétantes de notre époque. De notre époque. Ça répond un petit peu à votre réflexion, Olivier, non ? Je suis tout à fait d'accord, justement, avec votre intervenant. Oui, Franck Ferrand. L'année de Jeanne, vous pourrez acheter son livre chez Plomb. Chez Plomb. Allez-y maintenant. J'ai bien l'intention justement de me procurer son livre, bien évidemment, mais je pense qu'il est un devoir de citoyen aussi dans notre entourage, parmi les gens avec qui on échange. Donc on va peut-être, vous voyez, on met encore une espèce de là-dessus, dans les contacts, dans les échanges entre les gens, d'arrêter de cette langue de bois ou cette bien-pensance qu'on nous impose. Et de se dire les choses. Moi, je ne vous cache pas qu'il m'est arrivé d'avoir des échanges avec des personnes de ma famille ou des amis proches sur ce sujet, et de m'être vu taxé de complotiste, et de répondre, alors si c'est ça le complotisme, j'assume d'en être un. Voilà. Je crois qu'il va falloir l'assumer, en effet. En tant que citoyen, j'assume d'être ce que vous qualifiez de complotiste, parce que on a l'impression de voir un schéma, une dynamique qui se déroule à l'échelle de la planète et qui sert encore les dominants au détriment des dominés, et tous par le biais des multinationales, des lobbies, des médias qui sont, pour la plupart, je ne parle pas de Sud Radio bien évidemment, et pour la plupart sous l'emprise des dominants de ce monde, quoi. Franck, il faut réagir à ça, il faut assumer ces propos. Nous ne sommes pas des comment dire,
on ne veut pas remettre comment dire, remettre les choses à l'envers. Il s'agit juste de faire un constat quand on est un petit peu clairvoyant, qu'on compare les choses, des situations à tel endroit, à un autre, le discours, les méthodes utilisées à tel endroit ou à un autre, de se rendre compte qu'effectivement, on est en train de nous organiser pour le 21e siècle, un nouvel ordre des choses au niveau mondial. Ouais. Voilà. Misère et pitié d'une société sous hypnose. C'est ce qui écrit Franck Ferrand, notamment dans son préambule. Quoi. On a l'impression qu'on lègue totalement. Et donc c'est pour ça, vous dites un peu... une sorte de grand somnambulisme général. Et quand on essaie d'en sortir, encore une fois, on est accusé de ce fameux complotisme qui est considéré par beaucoup de gens comme un terrible travers. Bah oui, parce qu'il y a le vrai complotisme qui existe. Il y en a des gens, la planète est plate, etc. On n'est jamais allé sur Mars. Sur 100 personnes qui se posent des questions sur bien des choses, combien sont de vrais... Alors, ce qu'on appelle les vrais complotistes, c'est des espèces de tarés qui sont sur certains sites et qui croient que les Martiens sont derrière. Bon, alors là, évidemment, mais c'est quoi? C'est 3% des gens. Attention, derrière vous, il y a un petit Martien qui va passer. Et moi, je me retourne. Mais il y a 97% de ceux qu'on appelle les complotistes qui sont simplement des gens curieux qui voudraient savoir ce qui se passe, en fait. Non, mais c'est vrai. Posez les bonnes questions. Allez, on continue. Merci, Olivier. Et moi, j'aimerais bien vous entendre sur le mot souverainisme qu'on entend partout, justement, puisqu'on parle d'Europe. Et on revient dans un instant, 9h45, à tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Puisque dorénavant, vous allez pouvoir vous coucher à 9h, vous allez pouvoir lire dans votre lit Franck Ferrand, l'année de Jeanne, conte politique aux éditions Plomb. Un petit mot, Franck Ferrand, sur ce mot qu'on entend partout, c'est le souverainisme. Oui, alors j'avais moi-même, pour tout vous dire, c'est un de mes petits échecs dans ce livre. Je voulais trouver un autre terme. J'en ai cherché, je me suis plus... Alors là, c'était vraiment... En plus, j'avais que ça à faire, c'était le confinement. Donc je phosphorais, je me disais, mais qu'est-ce que je pourrais bien trouver comme terme ? Et puis, j'ai pas trouvé. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun terme, pour l'instant, je n'ai pas réussi à trouver un terme qui exprime le fait de rendre au peuple sa décision. Ne pas décider à sa place, ne pas laisser une technostructure, quelles que soient ses qualités et ses compétences, ne pas la laisser décider à la place du peuple pour son bien et d'infantiliser ce peuple. La Ve République, que je sache, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Bon, eh bien, on n'en est plus là du tout aujourd'hui. Et je cite Marie-France Garot, qui est à l'origine de la révélation, si je puis dire, de ma petite Jeanne moderne. Marie-France Garot nous disait, en 2015, c'était lors d'une interview sur France Culture, d'ailleurs chez vos voisins, là, elle disait nous n'avons plus aucun des 4 attributs de la souveraineté aujourd'hui. Nous ne battons plus monnaie, nous ne sommes plus libres de rendre la justice, puisqu'il y a toutes sortes d'instances suprêmes, etc. Nous ne décidons pas de la paix et de la guerre, bref. Il n'y a plus les attributs de la souveraineté. Donc, disait-elle, la France, objectivement et dès aujourd'hui, n'est plus un pays indépendant. Et elle ajoutait dans cette interview, est-ce que c'est définitif? Peut-être pas. Il faudrait, pour sortir de cette malédiction, quelques dispositions héroïques, disait-elle. Eh bien, je pense que ma petite Jeanne fait partie de ceux qui apportent un peu d'héroïsme au débat public. Il y a un peu de positif quand même dans ce livre. Il y a beaucoup de positif, mais ce livre est entièrement positif. C'est important de le dire. Sauf sur la période que l'on traverse, quand même. Franck, faut le rappeler. Il y a un constat. Et d'ailleurs, je le dis aux auditeurs qui, tranquillement, à partir de 9h, dans leur cocon, puisque maintenant on va tous être confinés le soir, en tout cas pas tous, mais 20 millions d'entre nous, je dis aux gens qui liront, il faut quand même, c'est vrai, je m'en suis rendu compte, c'était trop tard, mais il faut passer outre à l'avant-propos, parce que l'avant-propos est sombre, c'est vrai, il décrit la situation. Mais ensuite, toutes les centaines de pages qui suivent... Les interactions sont intéressantes. Et je pense que c'est très lumineux, très positif. Jeanne n'est pas là pour lutter contre des ombres, comme le fait un certain parti que je ne nommerai pas, vous voyez ce que je veux dire, qui est là tout le temps à critiquer, à casser, mais c'est pas le but, on lutte pas contre des ombres, on allume des lumières, on propose des choses, on crée une réalité beaucoup plus positive. Alors, le soir, est-ce qu'il y aura encore des spectacles